va faire une entrée fracassante. Estelle Lévy, de la boulangerie-pâtisserie. Alexis Roux de Bézieux, épicier de France. Sylvain Pinot, service ADEP. Et Memouna Bekar, Impact Partners. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de vous intéresser à une conférence qui porte un nom un peu particulier. On n'a pas parlé d'entrepreneurs, on va parler de commerçants. Voilà. C'est un entrepreneur plus. Et on va vous donner les meilleures recettes pour réussir une reprise d'un commerce, pour réussir qu'on soit boulanger, Estelle, épicier, ou pâtissier, épicier, Alexis. Je pense qu'avec Yvan, vous aurez toutes les bonnes pratiques, je pense de tous les types, du buraliste en passant par le point presse, enfin voilà. Et puis épicerie aussi. Et puis Memouna, avec Memouna, on a lancé un accélérateur pour accompagner les restaurateurs dans les quartiers de la politique de la ville. Et on va vous raconter tout ça. Voilà. Je vous propose qu'on s'assoie et commencer par un rapide tour de table. Chacun, allez-y, prenez un micro. Estelle, je t'en prie. Bonjour à tous, merci d'être venus à la conférence. Donc, Estelle Lévy, je représente les 35 000 artisans boulangers de France qui sont installés partout en France. Nous, il faut savoir qu'on a en moyenne un boulanger pour 2000 habitants et c'est vrai, nous on parle ni de quartier ni de village, on parle de l'ensemble du territoire parce qu'on est présent partout et c'est notre force et on espère bien y rester longtemps. Voilà. Alexis Roux de Bézieux, je représente Épicier de France. Donc on représente à peu près 20 000 épiciers indépendants sur l'ensemble du territoire. En zone rurale, en zone urbaine, dans les quartiers et sur tout type d'activité. Il y a des épiciers fins, des épiciers ethniques qui servent une communauté d'origine et des épiciers qui servent à la fois des produits et des services sur tout le territoire et qui sont un maillon essentiel dans le lien social. Bonjour à tous, Yvan Parot, je représente Service Indep. Service Indep, c'est une entreprise qui a été créée avec des organisations professionnelles et puis avec un vécu à la fois banque, finance et entrepreneur qui permet d'accompagner en fait les commerces de proximité indépendants pour éviter toutes les choses trappes à travers 35 ans d'expérience professionnelle sous deux angles, d'un côté le banquier et de l'autre côté l'entrepreneur, et d'éviter si possible tous les écueils que le chemin de l'entreprise réserve à l'entrepreneur, sachant qu'il y a de nombreux leviers pour améliorer la situation dès le début, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir durant les échanges. Bonjour à toutes et à tous, donc Memouna Bekar, je représente aujourd'hui l'accélérateur Impact Food and Retail et donc ça fait 3 ans qu'on accompagne les commerces les plus ambitieux dans les quartiers pour les aider à se développer, à accélérer leur croissance et à devenir des champions du commerce. Voilà. Et donc Mathieu Cornietti, je suis le président d'une société de gestion qui s'appelle Impact Partners et on a levé des fonds d'investissement pour financer des entrepreneurs, en particulier dans un quartier de la politique de la ville. On a aujourd'hui financé plus de 400 entreprises. Ce sont des commerces. Très clair, hein, c'est 2 investissements par semaine. C'est maintenant plus de 4000 emplois qui ont été accompagnés. Et c'est 85 millions d'euros qui sont mis au service du développement économique de ces territoires. Voilà. Je vais peut-être commencer par le terme de commerce et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au commerce. Pourquoi peut-être à d'autres endroits ça sera start-up. Nous c'est commerce parce que le commerce c'est incarné, c'est utile au territoire. On a commencé chez Impact Partners à investir dans les entrepreneurs, dans des quartiers de la politique de la ville et puis quand ils réussissaient ou elles réussissaient, la première chose qu'on fait c'est qu'on prend des meilleurs bureaux et qu'on se barre. Voilà. Et l'héritage pour le quartier il est faible. Il y avait une autre frustration, c'est la création d'entreprises. La création d'entreprises, c'est dangereux, c'est compliqué, c'est du risque. Et si on habite un quartier de la politique de la ville, on est déjà à risque. On n'est pas propriétaire, on n'est pas... Enfin, voilà. Et donc l'idée, c'était de dire, mais qu'est-ce qui peut... il va falloir accompagner. Financièrement, on sait faire. Opérationnellement, vous avez des vrais conseils ici. Et il va falloir qu'on travaille sur le commerce. Parce que le commerce, quand on réussit, eh bien... le fonds de commerce, il reste attaché au territoire. Il va servir les habitants,
il va créer de la valeur sur le territoire, il va payer des taxes. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on a construit, un fonds d'investissement aujourd'hui qui finance 50 000 à 500 000 euros des commerçants qui se lancent. On est tous des entrepreneurs et on est tous au service d'autres entrepreneurs. Voilà. C'est aussi assez rare. Je pense que Estelle, Alexis, Yvan et Maïmouna, si vous pouvez peut-être juste parler de votre parcours personnel rapidement, Estelle. Ben moi, j'étais installée en boulangerie, en fait. Je suis une reconvertie. J'ai grandi à Besançon, en province. Mes parents étaient commerçants dans les vêtements. Après, j'ai été cadre dans l'industrie agroalimentaire, beaucoup dans les produits de la mer. Et à 38 ans, j'ai passé mon CAP en reconversion pour adultes. Et après, j'ai ouvert ma boulangerie toute seule. J'avais pas d'associé. Hein, je faisais autant la fabrication que la boutique. On était 9 salariés. Et j'ai vécu ce que c'est que la création d'entreprise. Quand tu es une femme, c'est ta première affaire. Et que tu n'as voilà, jamais été installée. Donc alors, c'est peut-être pas les mêmes... C'est tous les défis. Quand... il a fallu trouver des solutions parce qu'en fait, tout ce que j'avais prévu au début, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Et à chaque fois, quand tu entreprends, il faut avoir l'état d'esprit de se dire ah, ça va pas, du coup, je trouve une autre solution. Mon métier, en fait, c'était de trouver des solutions. Donc, mais souvent, dans la vie, c'est ça. Et j'ai eu ma boutique pendant 7 ans. Je suis très fière du parcours parce que, on va parler chiffres, hein, je l'ai achetée, elle faisait 300 000 euros de chiffre. Je l'ai vendue, elle faisait 500 000. Et ben, j'ai le sentiment d'avoir fait le boulot, de m'être prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Et ça m'a rendue plus forte, plus grande. Après, j'ai fait du conseil, de la formation. Et maintenant, je suis très fière de travailler pour la Confédération nationale de la boulangerie et justement d'aider tous les artisans boulangers qui se lancent dans l'aventure. Mon job, c'est de les aider à trouver les solutions. Donc, s'il y en a parmi vous qui, par la suite, aimeraient tenter l'aventure dans la boulangerie, après, n'hésitez pas. Je vais vous donner mes coordonnées. N'hésitons pas à échanger en direct. Voilà. C'est des parcours... Il faut faire de l'art tape autrement. S'il y en a parmi vous qui aiment les gâteaux, voilà, il ne faut pas aller de pâtisserie. Ah non, la viennoiserie, elle a un avenir du tonnerre. Aujourd'hui, l'avenir de nos métiers, c'est le levain et c'est la viennoiserie. J'en suis convaincu. Voilà. De toute façon, la pâtisserie, c'est du congelé aujourd'hui. Alexis. Ouais, alors moi j'ai entrepris après une première carrière, plutôt en expertise comptable, mais j'ai écrit un livre sur les épiciers et leur rôle dans le lien social. Les épiciers de quartier qui sont ouverts tard le soir. Alors, il y en a beaucoup qui souffrent parce qu'ils ne sont pas forcément réinventés, et quand j'ai sorti le bouquin, j'ai quitté mon ancien emploi et je me suis dit, je vais devenir... Alors, j'ai cherché pendant longtemps et puis je me suis dit, je vais devenir épicier. Donc j'ai rencontré un type qui était président de la Fédération du commerce et de la distribution, qui est Carrefour, en gros, Carrefour, Monoprix, tous les très gros, et qui me dit l'important, c'est le choix, la qualité, le prix. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire avec le choix, la qualité, le prix? Et en fait, c'est un métier qui ne demande pas une intelligence colossale, mais qui demande beaucoup de bon sens. Beaucoup d'observation, beaucoup de bon sens, et puis une capacité de négocier, d'acheter en disant ça vaut combien, ça je le vends combien, moi je l'achèterai combien, mon voisin il le vend combien. C'est des métiers qui sont pas très compliqués, c'est des métiers qui demandent pas mal d'ardeur au travail, faut pas se le cacher, beaucoup de temps, mais qui sont hyper gratifiants parce qu'au bout d'un moment, quand vous faites bien votre taf dans le quartier, et ben en fait vous vous croisez dans la rue, la moitié du quartier vous le connaissez, et vous dites, la prochaine étape, ça va être, je deviens maire. Alors moi, c'était pas ma came. Donc, j'habite pas dans le même quartier que le quartier dans lequel est mon épicerie. J'habite un peu plus loin. Ça m'évite justement de croiser tout le monde. Mais ça a plein de vertus de ce côté-là, si vous aimez les autres. Et sans s'en rendre compte, il y a des épiciers. Je pense qu'on a un épicier dans nos adhérents qui est dans l'Aude, dans un petit village de 150 habitants. S'il n'était pas là, en fait, les gens ne se parleraient pas. Et le mec, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas l'ordre du mérite. Il devrait l'avoir. Et il y a plein d'épiciers comme ça. Ils ne se rendent pas compte, c'est la paix. Le commerce, c'est la paix. Hein. C'est la paix, c'est des personnes âgées souvent qui restent plus longtemps chez elles. Il y a France Alzheimer qui a fait des études. Ils ont mis des commerces à Bègle et ils se sont rendus compte que ça laissait les personnes âgées qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer plus longtemps chez elles, parce que quand elles fréquentaient un commerce, elles avaient un échange, qu'elles faisaient confiance, que parfois leur commerçant leur faisait crédit. Et tout ça, ça a une énorme valeur en fait.
Là, tu as parlé d'autres entrepreneurs. Toi-même, tu as eu 3 épiceries avec des destins différents. Ah oui. Non, mais c'est important parce que l'entrepreneuriat, là, tel qu'on le présente, c'est toujours du succès, des paillettes. C'est aussi des emmerdes au quotidien. Et puis des fois, des très gros problèmes. Ouais. Je sais pas si tu... Ah bah, je suis passé pas loin du tout du dépôt de bilan. C'est toujours un peu tendu. Alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la règle clé, c'est d'abord l'emplacement. Et puis après, ce que vous faites dedans. Parce que dans un emplacement de merde, même si vous mettez un cheval de course, ça ne marchera pas. Dans un super bon emplacement, si vous faites mal votre boulot, ça marchera. Ça marchera peut-être pas très bien, mais ça marchera. Donc ça, c'est beaucoup d'observations. Idéalement, un angle. Si possible, un flux pas trop loin du métro, pas trop loin du domicile des gens. Des trucs de bon sens, encore une fois. Hein. Des trucs de bon sens. Et donc j'ai failli vraiment... Donc quand ça marche bien, j'étais invité au départ, je faisais partie du réseau Entreprendre, donc c'était cool en fait. Et puis quand ça commençait à marcher moins bien, ben, curieusement, il y avait beaucoup moins de monde en fait. Et alors voilà. Et donc j'ai été obligé d'aller chercher pas mal de ressources personnelles pour renégocier. Je finis par arriver à vendre un de mes points de vente qui a failli me tuer, mais la négo a été hyper dure, il y a le Covid qui est passé par là. Enfin, c'est un métier qu'on a été quand même pas mal secoué dans les dernières années. Mais moi je crois que avant tout, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et puis il faut regarder les choses en face aussi, c'est-à-dire qu'il faut pas se voiler la face. Il y a un mec qui, un jour, quand j'avais des grosses difficultés, c'était champion d'Ironman, le mec. Et il me dit, Alexis, il y a toujours une solution, pour peu qu'on regarde froidement et dans le détail et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on se raconte pas d'histoire. Alors nous, on a aussi quelqu'un chez Impact Partners, quand on a des problèmes, c'est Yvan. Alors moi, je représente la société Service Indep. Comme je l'ai dit, j'ai eu 2 temps dans ma vie, ce que j'appellerais une carrière linéaire qui m'a plutôt fait voir un côté du décor, c'est-à-dire que j'étais plutôt du côté banque assurance et je regardais les clients, entrepreneurs. Et puis une frustration pendant longtemps, c'est que en fait mon vrai souhait c'était d'être entrepreneur. Bon, après dans la vie, il faut aussi pouvoir, il faut qu'il y ait des opportunités. Et l'opportunité s'est présentée pour moi, il n'est jamais trop tard à 58 ans. Et donc à 58 ans, j'ai décidé, en discutant avec des organisations professionnelles, en ayant accompagné beaucoup de commerçants et en regardant et en essayant de comprendre quelles étaient les difficultés, pourquoi, etc. Et en me rendant compte que souvent, le commerçant n'a pas connaissance d'un certain nombre de leviers, de solutions que quelqu'un de la profession pourrait lui apporter. Et donc, avec des organisations professionnelles, on a dit, tout le monde m'a dit c'est très bien, et moi j'ai dit super, j'y vais, et je me suis mis à l'eau. Donc je suis rentré dans un parcours d'entrepreneuriat. Donc je vous confirme que la vie n'est pas linéaire dans un parcours d'entrepreneuriat. Je vous confirme que certaines fois, vous dormez pas très bien. Je vous confirme qu'il faut bosser. En revanche, vous avez une vraie satisfaction. Vous êtes votre propre patron. Vous pouvez vous occuper selon votre souhait de vos clients. Prenez-en soin, c'est eux qui vous font vivre. Et moi, mon souhait, c'était de dire, à travers les 25-30 années où j'ai appris, je peux restituer et je peux éviter beaucoup de problèmes à d'autres qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai choisi les indépendants pour une raison assez simple, c'est que dans l'analyse de marché qu'on a faite, on s'est dit, moi, j'ai pas vu dans ma vie professionnelle de structure dédiée aux indépendants, tout le monde considérant que c'est trop petit et pas rentable. Donc je me suis dit, il y a un créneau pour quelqu'un qui a envie d'y aller, et on a créé ce qu'on appelle un bouquet de services, Service Indep, donc vous le retrouverez sur internet www.service.com, et ça répond à 80%, on va dire, des besoins d'un commerçant indépendant qui va se retrouver confronté à des problèmes financiers, à des problèmes assurantiels, à des problèmes de rentabilité, à des coups durs, des accidents de la vie. La vie, je l'ai dit, elle est pas linéaire. Vous avez votre propre business, puis vous avez aussi des événements non prévus. On peut les prendre, les événements non prévus. Oui, on a investi dans des commerces imprévus. Les émeutes urbaines, voilà, votre commerce est dépouillé.
Imprévu, plutôt quand on est buraliste, le vol, y compris de salariés ou de la famille. Des événements imprévus, les accidents de la vie, la maladie. Des sujets qui font que c'est la vie de l'entrepreneur, c'est beaucoup de risques et il faut pouvoir y faire face. Et c'est ce que tu disais, Alexis, c'est qu'il faut aussi pouvoir regarder froidement un moment comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on prend la solution qui peut faire très mal, mais qui vous évite de mourir. Enfin, là, on est sur les trucs très durs. Hein, désolé, c'est on rentre dans le dur. Mais justement, Maimouna, aujourd'hui, tu t'occupes d'accompagner des entrepreneurs de la restauration qui ont du potentiel, qui vont grandir. J'ai vu la fondatrice de Bloom Café sur l'estrade, même si toi-même, tu as déjà été restauratrice et tu as fait la boucle, puisque tu as dû effectivement fermer ton restaurant, mais avec toutes ces leçons. Oui, effectivement. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par passion. Donc, je suis issue du monde de l'assurance. Et c'est par passion pour la cuisine que j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant. C'était il y a quelques années déjà. Une très, très, très belle aventure qui a duré 11 ans. Une belle expérience, très, très, très formatrice. Et donc, bien sûr, j'ai connu la joie de servir des milliers et des milliers de papilles, mais j'ai aussi connu pas mal de galères et j'ai connu la liquidation judiciaire, malheureusement. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. C'est un acte de gestion comme un autre. Et c'est aussi important d'aborder le sujet parce que c'est un moyen aussi de se dire comment anticiper au maximum tous les risques qu'on peut envisager et se dire que voilà, la liquidation en fait partie. Et dans ces situations-là, c'est ce que disait d'ailleurs Alexis, c'est que tout le monde vous sourit, vous accueille quand vous réussissez, mais un entrepreneur, en vrai, c'est très seul, et encore plus quand vous rencontrez des problèmes. Voilà. Et dans ces conditions, vos organisations professionnelles, des conseils extérieurs, je pense à Service Indep, même l'accélérateur, c'est utile. Privilégier ces contacts-là, ces soutiens-là, parce que, c'était le titre de la conférence, c'est qu'on a besoin d'un accompagnement opérationnel, de conseils, et puis on a aussi évidemment besoin d'argent. Voilà. Les fonds propres, c'est important, et honnêtement, on n'en a jamais assez. C'est-à-dire que quand on se lance, il vaut mieux avoir des marges de sécurité. Voilà. Et ça, il ne faut pas partir en étant ric-rac, parce que de toutes les façons, il y aura des problèmes à régler, il y aura besoin de ça prendra plus de temps et ça coûtera plus cher. Voilà, il n'y a jamais de bonne surprise, donc ça c'est important. Avant de rentrer dans le dur de la reprise de commerce, moi ce que j'aimerais beaucoup c'est, est-ce que, Alexis avait commencé, mais Estelle, pour toi, qu'est-ce que entreprendre en tant que commerçant dans un quartier populaire, qu'est-ce que pour toi tu apportes, pourquoi ça, quelle utilité en fait Alors déjà, pour entreprendre en général, en tout cas dans mon métier, je vais parler de la boulangerie-pâtisserie, il y a 30 ans, il fallait être boulanger. Il y a 20 ans, il fallait être boulanger-commerçant. Et maintenant, il faut être boulanger-commerçant chef d'entreprise. Ça, c'est valable quartier populaire ou pas quartier populaire. Si tu décides de monter ta boîte et que tu le fais en disant moi je sais faire du pain, t'es mort. Parce qu'il faut savoir calculer les prix, il faut savoir gérer le personnel, il faut savoir répondre aux obligations légales. Donc c'est déjà... Ça, c'est valable partout. Dans un quartier populaire, je pense que ce qui est important, et ça, Alexis le disait, c'est tout ce qu'on apporte. En fait, il y a l'argent, il y a l'investissement, et il y a les sentiments et l'éthique. Ce que tu apportes, toi, à ton quartier quand tu es là. Nous, les boulangers, on n'est pas délocalisables. Hein. Quand tu achètes le pain en bas de chez toi, tu ne l'achètes pas ailleurs. Donc, on apporte cette vie. Et ça, moi, ça m'a touchée. Personnellement, j'ai encore des souvenirs dans ma boutique d'une petite dame qui venait tous les midis. Quand elle venait pas, on appelait les enfants parce qu'on s'inquiétait, ils n'étaient pas à Paris, parce qu'elle n'est pas venue, elle a peut-être un problème. Mais ça, c'est de l'humain. Et ça n'a pas de prix, mais c'est une vraie valeur, en fait. Il y a plein de choses dans votre quotidien qui seront dures, parce que là, quand on les écoute, on a l'impression que c'est... mais rassurez-vous, il y a aussi toute cette partie humaine. En fait, ça permet de mieux se connaître et ça permet aussi de faire vivre un quartier, mais avec les valeurs que nous, on veut lui donner à ce quartier. Les valeurs de partage, de solidarité, d'entraide. Tout ça, c'est ce qui existe dans les quartiers. Il ne faut pas montrer que ce qui ne va pas, ils existent. Et vous, quand vous vous installez dans un quartier populaire, pour nos métiers de proximité, c'est ce que vous faites ressortir. Et ça, en fait... Hormis l'aspect pécunier, moi je trouve que c'est fondamental. Tu ne peux pas te retrouver dans ton projet
si à un moment donné, c'est pas tes valeurs qui passent. Chaque artisan, quand il s'installe, c'est une partie de lui qui donne. Donc ta boutique, elle te ressemblera. Ça, c'est comme ça que tu marques ta trace. Et les grands entrepreneurs qu'on voit, quel que soit ce qui est devenu leur boîte, il y a quand même cette part d'eux-mêmes dans leur projet. Et ça, moi, je pense que ça aide vraiment à donner du quotidien, du vivre ensemble à ces quartiers. Moi, je pense qu'il y a deux choses, en fait. Je ne suis pas issu d'un quartier populaire. Hein. Mais quand on parle des quartiers populaires, il y a une qualité que je trouve souvent assez géniale. C'est que, alors parfois, le rapport est un peu abrupt, mais il y a une capacité de démerde, de négoce et d'obtenir ou d'aller vers l'autre quand on veut quelque chose qui est assez incroyable. Et ça, être commerçant, ça veut dire quelque chose. Et pour être un bon commerçant, il faut bien juger qui on a en face de soi. Et cette qualité-là, je pense que souvent, elle s'apprend dans l'adversité, en fait. Dans le fait d'avoir côtoyé plein de situations de merde et compagnie, et qu'on sait comment rebondir, on sait comment s'en sortir, on sait comment... Donc ça, c'est une vraie qualité, en fait, qui est liée aussi à une espèce d'énergie vitale. Et la deuxième chose qui est, à mon avis, assez importante, dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en étant commerçant, on devient véritablement quelqu'un, en fait. On devient une espèce de notoriété locale, en fait. On passe de l'invisibilité totale, limite d'un numéro dans une entreprise, à le boulanger du quartier ou l'épicier du quartier. Et alors ça commence par l'épicier du quartier, et puis après ça devient Paul, Jean, Mohamed, Naïma, et donc on devient véritablement quelqu'un vis-à-vis des autres. Et ça, c'est, je pense, à pas négliger dans la réussite d'une vie. Au niveau des services, je dirais qu'on a la même approche. Hein, c'est-à-dire que la relation, elle est très personnelle et elle est dans l'attention à l'autre. L'écoute à l'autre, qu'on retrouve d'ailleurs dans le commerce aussi, dans la relation que vous allez développer avec votre client. Nous, notre objectif, c'est, quel que soit, je dirais, votre projet professionnel, chacun a ses spécificités et puis chaque projet fait appel à différentes compétences. Et on a rarement toutes les compétences. Donc l'objectif avec une opération comme aujourd'hui, avec Fonds Impact, tout à l'heure Mathieu insistait sur le besoin de la trésorerie, par exemple. La trésorerie, c'est souvent le nerf de la guerre pour un commerçant. Pourquoi ? Parce que pas de trésorerie, on n'achète plus, et si on n'achète plus, on n'a plus de clients. Je te propose d'aborder justement ce point du financement juste après. D'accord. Mais pour être juste sur l'utilité entreprendre au service de son territoire, c'est exceptionnel. Hein. Encore une fois, vous êtes un start-upper, c'est hors sol. Vous pouvez être à Rio de Janeiro, à Paris, ça ne change rien. Vous êtes Mohamed, l'épicier ou le boulanger de votre quartier, vous représentez quelque chose, vous êtes quelqu'un. Et si je regarde moi les plans de renouvellement urbain, parce que ça, je pense que ça parlera à tout le monde, hein, ce sont des milliards d'euros qu'on met chaque année. Alors c'est peut-être beaucoup d'annonces aussi, mais ça ne sert à rien de repeindre des bars, même de les casser si à la fin il n'y a pas de commerce. Aujourd'hui, il y a moins de commerce, il y a 30% de commerce en moins dans les quartiers qu'ailleurs. Et les quartiers ont besoin d'avoir des commerçants. C'est aussi l'image du quartier. C'est extrêmement important. Donc, en termes urbains, la présence de ces commerces, le fait que certains soient ouverts tard, on n'a pas les pharmaciens. Mais là, je pense que ça parle encore plus hein, quand vous êtes une personne âgée, parce que certes, les quartiers sont plus jeunes. Hein, il y a 2 fois plus de jeunes dans les quartiers qu'ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de personnes âgées, il y a aussi beaucoup de personnes handicapées. Et la présence d'une pharmacie à côté, elle est indispensable. Voilà. Et donc, tous ces commerces-là, ils participent à la visibilité de ce quartier, à, je dirais presque la normalisation de ces territoires. Je ne sais pas si Memouna, tu... Non, mais je vous rejoins totalement. Et pour moi, cet ancrage, cette proximité fait vraiment partie de la réussite entrepreneuriale. Moi, j'ai juste un souvenir que je garderai à jamais ancré. À l'époque, quand j'avais le restaurant, donc j'avais pris le bus, je prenais le bus et j'entendais une conversation à côté. Et donc, deux personnes au téléphone qui se disaient « Oui, alors on se retrouve. » Et là, j'entends... Et on se retrouve devant le Dinogo. Le Dinogo, c'était mon restaurant. Et là, je me suis dit, OK. Donc, en fait, je suis devenue un élément territorial, une référence territoriale. On se retrouve devant le ceci ou cela. Et
rien que ça a procuré une vraie fierté. Et je me suis dit, oui, en fait, à travers le resto, à travers ce que je propose également un vrai lien social sur le territoire. Alors Yvan, tu t'anticipais, mais les sujets effectivement de financement, c'est un peu comme les sourires, hein, c'est-à-dire quand tout va bien, tout le monde vous prête, et puis quand ça va plus mal, vous vous démerdiez tout seul. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un focus, je dirais, sur la reprise? La création, c'est terra incognita, c'est comme l'a dit Alexis, la création sur un commerce, c'est un nouvel emplacement, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça peut marcher mais dans 1 an, dans 2 ans. La reprise, c'est un peu différent, c'est pour ça que j'aimerais qu'on focalise un peu l'attention sur j'ai quelque chose qui tourne déjà, alors peut-être que ça marche pas bien, mais il y a des recettes à mettre en place et je vais avoir des problèmes aussi de financement. Je ne sais pas si Estelle, Alexis, Yvan, enfin voilà, si vous voulez parler un peu de reprise de boulangerie, vas-y. Moi, mon papa, il disait toujours, les banques, ils donnent un parapluie quand il fait beau, puis dès qu'il pleut, ils te le reprennent. C'est encore vrai. Je pense que c'est encore vrai. Et en fait, quand tu crées ta boîte, soit tu crées de A à Z, soit tu reprends ce qui existe. Créer de A à Z, ça veut aussi dire, je parle toujours pour la boulangerie-pâtisserie, maîtriser tout. Comment tu crées ton fournil, où tu mets ton four, quel four t'achètes, quel matériel tu mets, comment tu organises. C'est un travail colossal. Toi, c'est ta première boîte, même si tu as de l'expérience, c'est compliqué. Reprendre, ça veut dire qu'au moins, tu sais déjà la clientèle, tu vois déjà l'emplacement, parce que c'est fondamental, emplacement. Tu peux te projeter par rapport à ce que tu fais toi. Reprendre une entreprise qui existe, ça ne veut pas dire faire la même chose que faisait celui d'avant. Mais c'est essayer de trouver ce qu'il y a d'avantageux. Déjà, il y a un fournil. Toi, tu sais, tout est installé, tu n'as pas à choisir tout le matériel. L'emplacement, après toi, tu sais ce qu'il vaut. Donc reprendre une entreprise en première entreprise, ça paraît quand même beaucoup plus accessible, plus facile et plus concret. C'est ce que je vous dis aussi, c'est que ça ne veut pas dire faire la même chose que le gars d'avant. Tu reprends les locaux, le lieu, mais tu ne reprends pas ses produits. Après, c'est à toi de mettre ta gamme, ton nom, repeindre, mettre tes couleurs et le personnaliser. Ce que tu reprends, c'est pas l'historique du gars, c'est tout ce qu'il y a de concret. Et ça facilite vraiment la reprise. La création, c'est quand même très très compliqué pour une première affaire de nos métiers. Moi, Estelle, en tant que client, j'ai toujours halluciné quand je voyais changement de propriétaire sur l'enseigne. Je me disais, mais alors, avant, c'était de la merde, maintenant, ça va être super. Mais est-ce que toi, par exemple, de façon très pratique, quand tu as repris ta boulangerie, comment tu as communiqué sur le changement de propriétaire? Alors moi, j'ai repris en décembre et j'ai rouvert pour la galette, parce que je ne vais surtout pas louper la galette. C'est un bon mois pour les boulangers, la galette. Il ne faut pas louper la galette si vous reprenez une boulangerie. Donc quand j'ai rouvert juste en début janvier, c'était en face d'une école, donc ça a été fermé pendant 1 semaine. La semaine où c'était fermé, j'ai tout repeint. C'était vert, j'ai tout remis en rouge et noir. Donc le store et compagnie, donc en me disant, visuellement, ils verront. On a changé le nom et tout ça. Il y a des gens, ils ont mis 3 mois à voir que c'était plus la même boîte. Ils n'avaient pas vu, ils venaient tout le temps. Ah bon, ça a changé? Oui, ça fait 3 mois, c'est rouge, je n'ai pas vu, c'est pas le même nom. C'est pas grave. Du moment où il vient, qu'il est content, moi je m'en moque qu'il l'ait pas vu. Mais l'idée, c'est, j'ai pas mis changement de propriétaire en tant que tel. J'ai changé le nom, changé les codes couleurs, parce que ça, c'est. Et quand ils rentrent dans ta boutique, c'est à toi d'expliquer. Ouais, voilà, je viens de reprendre. Voilà mes spécialités. Je suis de Besançon, moi je faisais une galette de Besançon, la galette byzantine, c'était un produit qui était devenu un produit emblématique de ma boutique. J'avais trouvé un truc qu'on ne retrouvait pas ailleurs pour pouvoir m'identifier, pour qu'il y ait un produit, tiens cette boulangerie elle fait ça, tiens pour pouvoir que les gens se retrouvent. Mais après c'est du commerce, on explique aux gens, on ne peut pas leur reprocher à eux de ne pas voir, c'est à nous d'expliquer. Moi mon objectif c'est pas qu'ils voient que c'est changé, c'est qu'ils soient contents de venir et qu'ils reviennent. Et pour ouvrir ton financement, tu te mets d'accord avec un vendeur. Ça a pris combien de temps? J'ai eu des sueurs froides, ça c'est vrai. Mais bon, je crois que tout le monde, une création où il n'y a pas de sueur froide, c'est qu'on a loupé quelque chose, parce que c'est pas normal. Mais moi j'avais prévu de mettre des sous. Finalement,
Et vu que j'étais en première affaire reconvertie, c'était pas assez. On m'a demandé plus. Il fallait que j'ai un cautionnement bancaire. Si tu n'avais pas le cautionnement, les banques, elles ne voulaient pas te prêter. Ma banque historique, je pensais qu'ils allaient me prêter. Ils m'ont dit non. Du coup, j'ai dû refaire appel à plusieurs banques. Le temps passait. Et finalement, au dernier moment, j'ai eu 2 accords parce que j'ai eu un cautionnement. J'ai dû mettre plus que prévu. Donc, j'ai dû demander, moi, à l'époque, c'était par initiative entreprise, de me faire un prêt de 10 000 euros à taux zéro c'est les 10 000 euros que j'ai dû remettre, que j'avais pas prévu. Donc il y a toujours, vous avez raison sur un point, il faut toujours garder un petit peu de mou parce qu'il y a toujours des dépenses imprévues. C'est comme tous les travaux que vous faites, si vous faites des travaux chez vous, il y a toujours des trucs imprévus, c'est pareil quand tu montes ta boîte. Donc il faut toujours prévoir un peu large. C'est même plus qu'un petit peu de mou, à mon avis, c'est le maximum de mou possible. Alexis, si tu as des conseils sur les enjeux de reprise, de financement. J'ai pas de conseils. Le seul conseil, c'est que le banquier, c'est un épicier du pognon. Donc il vous vend du pognon avec une marge. Donc ça se négocie. Et moi j'ai créé, j'ai pas repris, mais quand j'ai créé, j'ai vu 7 banques. Il y a finalement une banque qui a accepté sur les 7 de me prêter et qui n'était pas ma banque d'origine. Alors j'ai tout eu. Ouais, vous avez un beau parcours académique, mais vous venez pas du métier. L'emplacement, il était vide depuis longtemps. Donc on pense que c'est pas un bon emplacement parce qu'il était vide. Non, mais il était vide parce que le dernier, ils vendent les photocopieurs, il est parti il y a 6 ans, et la famille, ils se sont frités pendant 6 ans et ils n'étaient pas d'accord pour le louer. Et Picard a voulu le reprendre quand même, cet emplacement, donc a priori, il est plutôt bon. Ouais, mais en fait, non, il est vide depuis 6 ans, donc il est mauvais. Et puis la bancaire, j'arrive aussi le 13 juillet. Et là, je me dis, à mon avis, j'aurai pas de réponse. Et je pense qu'elle est partie en vacances le 15. Et qu'elle a dû revenir le 30 août. Enfin, c'est trop tard. Donc il y a en effet plein d'imprévus. Et après, sur la reprise, si vous souhaitez reprendre, la reprise, elle est peut-être sous vos yeux. Parce qu'on a beaucoup de... Le truc qui est difficile dans nos fédérations, c'est de faire matcher l'offre et la reprise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cèdent, souvent dans des endroits dans lesquels vous n'habitez pas. Donc les gens qui sont mobiles et qui sont prêts à traverser la France pour aller reprendre une affaire, il n'y en a finalement pas tant que ça, en fait. D'ailleurs, en fait, si on vous dit demain, tu pars à Agen pour reprendre une épicerie, quand bien même tu es super fan de l'épicerie, c'est pas simple de quitter ses potes, de déménager sa famille, enfin voilà. Et donc, souvent, il faut essayer de regarder juste autour de soi, et c'est peut-être sous vos yeux, sans même que vous y ayez pensé, quoi. C'est peut-être un cousin, c'est peut-être un ancien, c'est peut-être quelqu'un qui se dit, pourquoi pas. Et alors, souvent, ça se fait... ça prend du temps. Donc je pense que quand vous créez, il faut compter 1 an et demi. Quand vous reprenez, il faut peut-être compter aussi 1 an et demi. Si on veut bien le faire, en fait. Ça, c'est important. C'est des informations qu'on n'a pas. C'est se dire que l'opération va prendre 1 an et demi. Juste ça veut dire que financièrement, il faut tenir 1 an et demi. C'est des opérations qui prennent beaucoup de temps. Tu as raison de parler de la proximité, juste parce que j'ai l'exemple d'un entrepreneur... un gars top qu'on a financé, qui était livreur de pizza, le top élément de son enseigne. Et on l'accompagne pour la reprise d'une pizzeria à Amiens. Il a tout quitté. Le gars, il avait faim. Il avait toujours été en région parisienne. Il dit, je vais à Amiens. 2 ans plus tard, c'était très dur pour lui. S'il avait coupé ses relations familiales, ses relations amicales. Et donc ça compte aussi, c'est-à-dire qu'on n'entreprend pas, on entreprend pour réussir, mais faut pas mettre de côté non plus les sujets perso, parce que sur une longue période, et là je vous parle de plusieurs années, ça peut peser sur le moral, et c'est un élément clé de votre réussite. Parce que moi je rajoutais ça parce qu'on peut se dire, mais pourquoi tu pars pas à Agen? Parce que tu as une belle opportunité et vraiment elle n'est pas chère. Ouais, mais attendez... je ne fais pas un aller-retour, j'achète pas et je revends pas un commerce comme si c'était une voiture. C'est autre chose. Non, puis il y a un autre truc, c'est comme moi quand j'ai créé premier emplacement, je trouve un emplacement dingue. Je compte, je me dis c'est vachement bien, il y a une belle visibilité. L'emplacement brûle. Je me dis ça va être encore moins cher. Donc c'était un magasin Nicolas, un magasin de vin. Je reviens et puis là il y avait tous les vautours en fait. Donc il y avait déjà 15 personnes qui étaient devant. Finalement je fais une offre, elle n'est pas acceptée. Je me dis merde. Et en fait, le mec qui a repris, il a déposé le bilan. Et puis il y en a un autre qui a repris, qui a déposé le bilan. Et l'emplacement que je pensais bon était pas bon.
Donc quand je dis ça, c'est que c'est souvent pas la première fois que ça se fait. Et c'est pas la première entreprise. Et parce que parfois, il y a des gens qui disent ouais, je vais te vendre ma boîte, je vais te vendre ma boîte. Et en fait, il y a des gens qui ne vendront jamais. Donc il faut être patient. Oui, le financement, c'est un projet dans votre projet. Il faut considérer que vous avez un projet de reprise sur une boulangerie, pâtisserie, sur une épicerie. Vous allez vous occuper du contenu, vous allez vous préparer à votre business plan opérationnel, métier. Mais le financement en soi, c'est un projet qu'il faut préparer. Et il faut être crédible. Il faut être crédible vis-à-vis de vos interlocuteurs. Parce que vos interlocuteurs, ils sont dans la position où est-ce que j'ai beaucoup de... Vous êtes dans la position je vais développer, je vais gagner. Et eux, ils sont dans la position est-ce que j'ai beaucoup de risques, est-ce que je prête, à quel taux. Donc, eux, vous êtes dans l'enthousiasme, eux, ils sont dans le doute. Et donc, si vous n'avez pas capté ça au démarrage, vous n'allez pas pouvoir matcher. Il faut vous rencontrer à un moment donné. Il faut parler le même langage. Donc l'objectif, c'est que vous prépariez ces entretiens et que vous ayez un vrai business plan avec une évolution de vos ventes, la maîtrise de vos charges. Donc vous ayez réfléchi à tous ces aspects-là. Et là, l'interlocuteur que vous avez en face de vous, il va vous dire, celui-là, il a bossé son dossier. Donc déjà, vous allez gagner des points. Et effectivement, dans ces moments-là, en fait, deux exemples là, c'est pas leur banque qui les ont financés. Donc votre banquier, vous aurez toujours de bonnes relations avec lui. Mais il faut avoir en tête que la politique bancaire, elle est décidée à un endroit, et le commercial, il a une délégation, et il applique dans la délégation qu'il a. Et des fois, il croira à votre projet, mais il n'aura pas la délégation pour. Donc il faut vraiment, je dirais, préparer ce moment-là, éventuellement vous faire accompagner. Et il faut avoir en tête que vous avez, dès ce moment-là, des leviers ou des points clés qui vont peser pendant toutes les années suivantes. C'est-à-dire que quand vous négociez votre prêt, le taux il va durer pendant un moyen terme 7 ans, et si vous êtes sur des murs, du 15 ans, voire plus. Et donc, ce qui a été pas bien vu au démarrage, ça pèse longtemps. Vous avez des leviers, et vous avez des leviers sur les assurances, sur tous ces aspects-là, où souvent vous pensez à négocier une partie, mais vous ne pensez pas à négocier le reste. Pareil, c'est à la fin des milliers ou des dizaines de milliers d'euros d'écart. Et en tant que chef d'entreprise, dès le début, vous devez penser à la rentabilité de votre point de vente. Et il n'y a pas de petite ligne dans la rentabilité du point de vente. Il n'y a pas de petite ligne pour faire des économies. En tant que marchand, tout euro, toute dizaine d'euros, ça devient clé en cumul. Tu peux même dire centimier, c'est un métier de centimier sur l'euro. Et donc, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le détail là-dessus. Et vous augmenterez d'ailleurs votre crédibilité vis-à-vis du banquier. Et donc, dans ces étapes-là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec les organisations professionnelles, on a créé un service, une entreprise qui fait ça. Pourquoi ? Parce que c'est un métier spécifique aussi. Il faut connaître tous les ficelles du métier. Quand vous négociez un prêt, il faut négocier le montant. J'entendais tout à l'heure Mathieu parler de faites attention à votre trésorerie. Je confirme, certains disent je ne vais pas m'endetter. En ne s'endettant pas, ils vont prendre sur leurs fonds propres, leurs économies. Et le jour où ça sera un peu tendu, ils n'auront plus d'économies. Et ils iront voir le banquier. Et le banquier dira moi j'en ai déjà mis, j'en mets plus. Surtout qu'il sait que dans ce moment-là, la trésorerie, c'est tendu. Et donc c'est là où le risque augmente pour lui. Donc il n'en mettra pas. Voilà. Avec Mathieu, on a des solutions. Fonds Impact est dans ce job-là, où ils ont développé des solutions. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, on déploie un fonds qui s'appelle Impact Rebond. On investit 50 000 à 500 000 euros pour financer des commerces, des reprises de commerce, des créations, plus souvent sous enseigne. Et des fois, on intervient aussi dans des situations compliquées. Voilà, on a un partenaire qui est la Française des Jeux. Un entrepreneur qui se retrouve avec un accident et il faut 20 000, 30 000 euros et personne ne peut les mettre à part nous. Et pour autant, il y a quelque chose à faire. Voilà. Ça c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire. Moi, sur le sujet de la dette, parce que c'est pas, on a parlé de banques, il y a certains qui ont un rejet des banquiers. C'est d'abord comprendre leurs enjeux, comprendre leurs besoins, parce que c'est pas parce qu'on va et qu'on n'a pas de relation avec une banque qu'on n'a pas de dette. Voilà. Des dettes, on en a à tous les étages quand on fait un business.
Vous avez un loyer, vous êtes un peu en retard, vous avez un fournisseur que vous ne payez pas au cul du camion, c'est une dette. Vous avez des URSSAF, c'est une dette par rapport à l'État. Donc de toutes les façons, quand on se lance, il y a des gens, il y a des clients qui vous doivent quelque chose, et puis il y a des fournisseurs à qui vous devez quelque chose aussi. Donc vous rentrez dans un système de confiance, et ça, la transparence, la crédibilité dont tu parlais, Yvan, c'est absolument clé. Je pense, Alexis, tu... Ouais. En fait, il y a dans les leviers, en fait, quand vous ouvrez ou quand vous reprenez, vous pouvez négocier parfois des franchises de remboursement de dette. Ça, il ne faut pas hésiter, parce que tout le cash que vous sortez pas maintenant, vous l'avez pour payer vos fournisseurs, constituer vos stocks de départ, éventuellement, ou renouveler le stock quand vous reprenez. Et la deuxième chose, c'est essayer de vous mettre dans les chaussures du banquier. Je vais vous prendre un exemple bête. Mettons que les taux d'intérêt soient de 10%, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pour faciliter le truc. Le banquier vous prête 100 000 balles. Vous perdez les 100 000 balles, donc c'est une perte pour la banque. Pour retrouver en profit, donc en intérêt, le montant de ces 100 000 euros, il faut qu'il aille chercher 1 million d'euros de collecte, s'il veut reprendre sa paume sur un an, avec 10% de rendement. Donc, pour avoir, donc ça veut dire, parfois, vous pouvez avoir intérêt à dire, il faut essayer, alors je ne sais pas si ça se fait beaucoup en création ou en reprise, de dire je prends un peu moins avec 2 ou 3 banques, parce que je sais que 20 000, plus 20 000, plus 20 000, c'est plus facile à obtenir que 60 000 sur une. Alors, c'est parfois plus de travail administratif, c'est parfois un peu de frais, de frottement sur le côté, mais il y a parfois plus de chances de réussir comme ça, plutôt que de chercher juste 60 chez un. Alors, je ne sais pas si vous partagez ou pas, parce que je ne sais pas comment ça se fait en reprise ou en création, si c'est quelque chose d'habituel ou pas. Mais... Moi, je dirais qu'il y a une chose importante auquel on pense rarement en fait, quand on s'implante, qu'on crée ou qu'on reprend. Moi, je conseille systématiquement à nos clients d'avoir 2 banques, tout de suite. Ok, ça a un coût parce que vous paierez 2 fois des... Sauf que dites-vous bien que le jour où vous aurez un problème de tension, de trésorerie, c'est comme ça que ça commence. On parlait des dettes. En fait, vous soignez une banque et vous êtes bien dégueulasse avec l'autre. Il faut avoir deux banques, pas forcément dans cette situation-là, mais je dirais il faut juste être conscient que le jour où vous avez un souci, c'est plus le moment d'ouvrir un compte dans une autre banque. Vous comprenez ? Si vous avez une situation tendue, personne ne va vous écouter, ou ils vont vous écouter, mais ils vont tout de suite comprendre que c'est une situation risquée. Et donc, ce n'est pas le meilleur moment pour ouvrir un compte. Quand vous êtes au début de la relation, même si vous ne le faites pas immédiatement, si vous ouvrez 2 comptes, le jour où il y a une politique bancaire, puisque ça fait la 2e fois que je le dis, mais il y a des politiques bancaires, et toutes les banques n'ont pas la même politique, et n'ont pas la même politique forcément au même moment. Donc il y a des banques qui vont être parfois plus exigeantes sur le risque, ils vont fermer le robinet plus rapidement en cas de difficulté que d'autres. Et donc c'est là où c'est intéressant de prendre 2 enseignes, et renseignez-vous bien sur les enseignes, puisqu'aujourd'hui il y a des groupes qui sont multi-enseignes, mais c'est le même groupe. Donc il faut quand même faire attention à être bien dans 2 structures juridiques bien différentes, etc. Et pour que vous puissiez, le jour où ça se tend, continuer à discuter avec une qui vous écoutera et qui continuera à vous écouter, parce que le cas échéant, elle en aura mis un petit peu moins que l'autre sur la table, et elle sera encore prête, elle, à vous accompagner encore un peu. Et donc ces moments-là, il faut y penser au démarrage. Et puis, je dirais un élément clé, qui est la vie de l'entrepreneur. On le disait tout à l'heure, vous êtes seul. Quand vous entreprenez, vous êtes seul. Mais quand vous êtes en difficulté, ne restez pas seul. C'est-à-dire parler de vos problèmes. Il n'y a pas de honte, en tant qu'entrepreneur, à avoir des difficultés. Je pense que s'il y a des entrepreneurs dans la salle, je serais curieux de savoir s'il y en a un qui n'a pas connu de problème. Sincèrement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont... Est-ce qu'il y en a un qui lève le doigt ? Vous pouvez, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Tous les entrepreneurs connaissent des difficultés et des tensions dans leur vie d'entrepreneur. Dans ces difficultés, justement, on a parlé des banquiers. Je ne vais pas vous parler de fonds d'investissement, parce qu'à part honnêtement Impact Partners, personne n'intervient sur des petits montants comme ça, et sur du commerce, et encore plus dans des territoires complexes. Il y a les proches, il y a la famille, ça fait partie de la crédibilité. Et il y a des moments à ne pas dépasser, hein, c'est-à-dire que mettre à risque le foyer familial, tout cautionner, en tout cas si ça se fait en bonne intelligence avec son conjoint, si on est avec quelqu'un. Est-ce que vous auriez des conseils, Estelle, Alexis, Memouna, ouais, sur, alors, le sur premier, ça, sur ce qu'il faut faire ou pas avec les très proches? Déjà, c'est quand on se lance dans son projet, être sûr que sa famille
est d'accord, pas pour te faire plaisir, mais parce qu'elle croit aussi en ton projet qu'elle a avec toi. Parce qu'au début, elle va être d'accord parce qu'elle sent que ça te fait plaisir, mais ça va déstabiliser ton quotidien. Et donc, si la famille derrière, elle n'est pas d'accord avec le projet, soit tu perds le projet, soit tu perds la famille. Mais à un moment donné, voilà, c'est le pire. Eux, ils sont vraiment toujours le pire. mais donc, c'est quand même hyper important d'avoir ça. Après, quand on parle des banques, quand ça va mal, il faut en avoir 2, mais quand ça va bien, il faut aussi aller chercher des meilleures conditions. Parce que quand tu es ouvert, ils ont moyennement confiance. Si tu vois que tu te débrouilles pas trop mal, c'est aussi, il ne faut pas aller les voir que quand ça va pas. Quand ça va bien, c'est là que tu renégocies tes conditions de carte bancaire, tes conditions, puis tu vas voir la banque d'à côté en disant, regardez, moi j'ai un bon bilan, qu'est-ce que vous me proposez? C'est pas, voilà, c'est peut-être le moment d'ouvrir quand ça va bien. Et puis peut-être pas mettre ses sous perso dans la banque où on a les trucs de sa boîte, comme ça ils savent pas trop ce que tu as ailleurs. Le doute, voilà, puis si tu as besoin, tu peux en ramener de temps en temps, comme ça ils savent pas. Enfin, ça gère les banques, il faut les. Voilà, c'est vrai que c'est pas un ami, mais c'est pas un ennemi non plus. Il faut qu'on apprenne à en tirer le meilleur. Enfin, les banques sont des partenaires voilà. sans état d'âme, ni bon ni mauvais. Hein. C'est un partenaire comme un fournisseur ou autre. Et il faut considérer que c'est ça. Il ne faut pas s'attacher au côté affectif de la relation avec son conseiller, qui de toute façon changera dans 3 ans. Et je vais presser pour ma paroisse, mais pensez aux organisations professionnelles. Nous, les fédérations départementales des boulangers, eh ben, elles vont pouvoir te donner des conseils sur justement des conseillers, autant pour le social, c'est important aussi, tout ce qui est lié aux salariés et tout ça, tout ce qui est lié aussi aux aides que tu peux avoir, aux évolutions de la loi, aux grilles de salaire, tout ce qui se passe, il faut... T'es isolé quand donc ton job, c'est de trouver des gens qui t'entourent, qui te donnent des bons conseils pour toi. Parce que des gens, des fois, ils te donnent des conseils pour eux. Mais il faut que ce soit les conseils pour toi. Une fédération, elle sera neutre. C'est pour ça que je vous incite vraiment à... Moi, j'adhérais à la fédération des boulangers quand j'étais installée. Et ça m'a vachement aidé pour trouver des idées, des solutions, voir ce qui se passait sur mon univers. On a un petit journal qui arrive tous les 15 jours sur mon bureau. Ben, je le feuilletais. Comme ça, je savais quelles étaient les évolutions du SMIC, quelles étaient les évolutions juridiques du moment, ce qu'il y avait à faire, tout ce qui se passait, les nouvelles taxes sur les emballages, tout ce que vous voulez. Si tu ne sais pas, toi, ton job de patron, c'est de savoir et c'est de répondre aux obligations. Et puis, dernier point, le comptable. Le comptable, il fait les comptes. Le patron, c'est vous. Donc, il ne faut pas attendre que le comptable te dise ce qu'il faut faire. Il faut faire des points régulièrement, pas seulement quand il y a le bilan, parce que c'est souvent trop tard, pour pouvoir piloter sa boîte. Dire, oh putain, quand tu réagis trop tard, c'est trop tard. Il faut vraiment anticiper tout ça. Donc ça, c'est dans la tête du chef d'entreprise, et c'est, à mon avis, fondamental. Et dans les quartiers encore plus, je pense. Parce que vous avez plus de risques. Je pense que ce que tu dis, tu as raison, il faut être entouré, mais il faut se méfier parce que souvent les conseillers ne sont pas les payeurs. Et donc quand on s'entoure de gens très proches, il peut y avoir parfois des non-dits, de la jalousie, des trucs qui ne sont pas clairs. Le fait d'être adhérent d'une fédération professionnelle, vous avez souvent des gens qui vivent les mêmes choses que vous, donc qui sont passés par des hauts et des bas, hein, et qui ont pas que vous payez pas. Donc il y a un avis probablement plus neutre que chez vos proches ou chez certains que vous payez. Et pour prendre un exemple des avocats, il y a parfois des avocats qui vous font perdre un temps fou. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'avocat, hein. Mais parfois il y a des avocats qui vous font perdre un temps fou parce que le compteur il tourne et entre-temps vous les payez. Hier j'ai vu un type dont la boîte ne va pas très bien et j'ai vu son conseiller, entre guillemets, et je m'aperçois en creusant que le conseiller il le paye quasiment 3000 balles par mois depuis 1 an et demi. Mais ça fait quasiment 50 000 balles. Il aurait peut-être pu trouver un conseiller gratos et les 50 000 balles, ils seraient toujours dans la boîte. Très concret, nous on a plein de contrôles d'hygiène en ce moment parce que l'État il met des contrôles d'hygiène partout avec les JO et compagnie. Et ben, quand tu es dans un syndicat, tu vas parler à l'autre boulanger. Toi, tu as quoi pour faire tes suivis d'hygiène? Ah ben, moi j'ai ça, c'est vachement bien, j'ai ça pour mes frigos. Tu vas pas l'apprendre si tu restes isolé. Et du coup, toi tu fais rien, soit tu prends un truc trop cher. Là au moins tu as des conseils de concrets qui peuvent t'aider à gérer ta boîte au quotidien. C'est du pratico-pratique. Oui, en fait, je rejoins totalement ce que vous dites, c'est-à-dire que s'entourer de pairs pour avoir des conseils liés à sa profession, c'est très très important. Et pour en revenir aux proches, je pense qu'il faut pas avoir peur de signer un contrat moral en fait avec vos proches, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se poser,
vraiment, et se dire, voilà, je sais que toi, tu n'es pas entrepreneur, je sais que je suis en train de prendre des risques, mettons-nous d'accord sur, voilà, à quel moment, quel est le seuil qu'il ne faudra pas atteindre pour nous deux, ou pour, là je parle du conjoint ou de la conjointe, se mettre d'accord sur le plan B. À partir de quel moment on lance le plan B, à partir de quel moment, tout simplement, on arrête. Se mettre d'accord, ça rassure aussi les proches qui se disent, voilà, je sais que jusqu'à ce seuil-là, je suis prête à soutenir, à accompagner l'entrepreneur avec moi. Et à partir de ce seuil, je sais qu'il est d'accord pour arrêter. Alors, ce que Maimouna vous a pas dit, c'est qu'elle a aussi exploité ses enfants dans son restaurant. Voilà. Ils ont adoré, ils n'ont pas le choix, contrat moral. Oui maman, t'adores? Oui maman. En tout cas, un très très grand merci pour vos témoignages. L'idée, c'était vraiment de vous dire, voilà, ne soyez pas seuls. Entreprendre dans le commerce, c'est entreprendre utile. C'est servir, c'est faire de la politique, mais dans un beau sens. Faire du lien social. C'est indispensable pour ces territoires. Et on est très fiers aujourd'hui de participer à cette première édition du Quartier Général avec BPI France. Parce que, très honnêtement, pouvoir associer la puissance publique, l'entrepreneuriat, ça s'appelle à la fin BPI France. Et en ce qui concerne Impact Partners, ça sera la seule page de pub. Hein. Mais BPI France est un de nos gros soutiens, tant côté fonds de fonds que côté avec Entreprendre Quartier 2030. On lance l'accélérateur piloté par Maimouna. C'est aussi, on a parlé des banquiers, ce sont souvent des garanties, des contre-garanties pour les partenaires bancaires. Voilà. Donc c'est un élément, c'est un acteur important de l'entrepreneuriat sur vos territoires et indispensable même aujourd'hui. Voilà. Un très très grand merci. Merci Estelle, merci Alexis, merci Yvan, merci Maimouna. Merci à tous et bonne chance dans vos projets.